C'est bon. C'est bon. Merci d'être là. She's alive again. Certain destiny. She told me not to refrain and to tell her. She's there, she's life, my goddess Morrigan. She's there, she's life, my goddess Morrigan. Impitoyable déesse, vie de son métier. Tous nos efforts vont dans la direction de la pointe de Taurus. C'est fou, c'est fou. By blood, bone and blade, I swear to the merciless Queen Morrigan to serve her till death and beyond. Poème maintenant de Vicky, sorcière de Nottingham, spécialement fait pour l'occasion. By blood, her mark, bones of a warrior, and blade of a fierce heart, herself in myriad aspects, source of darkness in light. Light in darkness, be with us, great Queen, of sovereignty and honor. Place wisdom of crow upon this hour, by blood, bone and blade. Hail Morrigan. Ok, donc je vous demanderai de ne pas m'interrompre pendant la présentation, c'est pas du tout pour vous embêter. Portable en mode silencieux ou éteint, si je dis des bêtises ou conneries, j'en suis le spécialiste, vous le savez. Vous notez vos critiques dans un coin de table, on en parle autour d'une Guinness, ah oui c'est vrai on n'en a pas, autour d'un Rooibos après. Un débat est prévu de toute façon. Le titre complet de cette modeste présentation pour faire universitaire est donc Mythologie celtique, la sorcellerie guerrière héritée des Pictes. Voilà. Je ne peux pas redonner mon nom face caméra, la vidéo sera diffusée dans un circuit fermé. Je suis à titre personnel magnétiseur à titre gratuit. Dans le cadre d'une petite association, j'ai 32 ans. J'ai exercé plusieurs métiers et actuellement je suis un humble intérimaire. Voilà, alors je vais vous faire donc dans un premier temps une introduction donc à la mythologie celtique, mythologie extrêmement secrète, extrêmement cachée pour des raisons extrêmement tristes, tragiques.
Et donc voilà, donc la présentation, l'introduction va être longue, je vous préviens tout de suite, parce que le corps du propos sera extrêmement court. C'est-à-dire que grosso modo, je vais essayer de faire 1 heure. Là, on a à peu près 2 heures de matos. Et dans la partie vraiment centrale, sur les divinités, il y a très peu de choses. Bonjour madame. Très peu de choses. Ce n'est pas là pour le coup on veut cacher. Il y a des trucs que je pourrais pas dire bien sûr, mais c'est pas beaucoup de choses. Parce que je vais vraiment vous dire beaucoup de choses. Mais il y a beaucoup de choses qu'on nous a volées, détruites. Et c'est absolument dramatique. Ce sont vraiment des gens qui ont perdu la vie. Pour par exemple citer un exemple très connu, l'Inquisition. Hein. Toutes ces femmes qui ont été brûlées, voilà, ça fait partie de ça. Voilà. Donc voilà, surtout ne m'interrompez pas, même si vous pestez, même si vraiment ça vous ronge ce que je vous dis. Vous notez dans un coin, hein, je ne suis pas là pour insulter qui que ce soit. Comme je le disais tout à l'heure à table, c'est une mythologie qui est plutôt orientée à droite, hein, vous allez le voir assez vite. Ne m'en voulez pas, ce n'est pas ma faute, mais c'est comme ça. Voilà, donc installez-vous confortablement. L'introduction est très longue, je m'en excuse, il y aura quand même des explications. Mais après, la partie vraiment le cœur, ça va être très court. J'ai oublié de vous dire, si vous voulez prendre des photos, vous pouvez. Les vidéos, évitez un peu, parce que comme je vous disais, voilà, il y aura des choses qui vont être dites. Mais les photos, vous pouvez. Voilà. Par contre, les petits tableaux qui sont là ne seront montrés qu'une fois. Car ce sont des icônes. Ça a été fait, vous vous en doutez, sous un rite, hein, c'est un rite pour avoir ces images-là. Et c'est une exclusivité mondiale, c'est-à-dire que sur les 27 représentations de divinités que vous allez avoir, vous n'avez à peu près que 3 ou 4 divinités qui sont représentées. Le reste, c'est une exclue totale. Totale. Il y a des documents qu'on a pu retrouver, donc... Pour ça. Alors au niveau documents, au niveau légitimité, parce que j'aime pas trop parler de moi, mais comment j'ai travaillé, ça fait déjà plusieurs mois que je bosse sur le sujet, et en fait j'ai la chance d'avoir un outil, bon déjà comme vous en doutez, j'ai rencontré des druides, des sorcières, plein de gens du milieu, mais j'ai un outil dont je ne peux pas donner le nom, mais où il y a entre 300 et 500 personnes, 2 outils plus précisément, qui m'ont aidé à travailler sur la présentation, dont une personne, une sorcière, qui donc a écrit le poème de départ, Vicky, I love you, you know that. Voilà. Donc, voilà. Alors, vu que nous sommes en présence de nordiques, on va commencer comme ça. Une des plus grandes différences justement avec nos frères nordiques, c'est que la culture celte, nous en parlions à table tout à l'heure, est une religion cachée, secrète, confidentielle, pour 2 raisons. Cachée car pourchassée et tentée d'être détruite chaque jour, chaque seconde, par nos nombreux et très riches ennemis. Cachée pour la sauver par les druides, mais il n'y a pas que les druides. Les chamans, les sorcières, les sorciers, les prêtres, les moines, les nonnes, les guérisseurs, etc. Qu'est-ce qu'une mythologie, pour faire un peu carré? Selon oxforddictionaries.com, une collection de mythes spécialement liés à une religion particulière ou à des traditions culturelles. Que signifie le mot celte? Alors là j'étais obligé de vous mettre le début parce que ça m'a fait rigoler. Alors c'est pas forcément dans un premier temps un peuple, hein, c'est une pierre ou un métal au bord tranchant, probablement utilisé comme outil ou arme. En archéologie on parle aussi de chisel. Voilà, bon la définition maintenant officielle, qui vient donc aussi de oxforddictionaries.com, des membres d'un groupe de personnes habitant, donc la majorité de l'Europe, alors là c'est très important parce que là on commence déjà à attaquer, des membres d'un groupe de personnes habitant la majorité de l'Europe. C'est pas seulement ce qu'on nous dit actuellement, et de l'Asie mineure avant l'Empire romain. Leur culture s'est développée à la fin de l'âge du bronze, au-dessus du Danube, et a atteint son apogée dans la période de l'Athènes, du 5e au 1er siècle avant Jésus-Christ, avant d'être masquée par les cultures romaines et tribus germaniques. Définition officielle qui a des choses très intéressantes dedans, des choses complètement problématiques, dont on va parler après. Mais déjà, il y a déjà des choses très intéressantes qui font voler en éclats certaines choses que vous connaissez. On voit déjà donc ici que la culture celtique, contrairement à ce qu'on entend quand on va au festival interceltique par exemple, ce n'est donc pas que la Gaule, j'insiste sur le terme la Gaule, avec la Bretagne bien entendu à l'intérieur, même si je suis plutôt pro-indépendance bien sûr, le pays de Galles, l'île de Man, la Cornouaille, l'Écosse, l'Irlande, l'Asturie, la Galice. La culture celtique, ce n'est pas ça. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est oxforddictionaries.com. Grosso modo, du Portugal jusqu'à l'est de la Bulgarie, on a des traces de culture celtique. Même dans beaucoup d'autres endroits dans le monde, il y a même des gens en Nouvelle-Zélande, et c'est étonnant sans l'être, qui expliquent qu'il y a des liens avec leur culture. On le voit au niveau des tatouages maoris, on le voit sur beaucoup d'autres choses. Petite blague, la bière en Tunisie s'appelle la Celtia.
Bon, alors maintenant on va parler un peu de nos amis les Pictes. Alors, parce que, comme dans toute culture, il y a différentes tribus, différentes hordes. Et chez les Celtes, comme chez les Nordiques et comme chez les Grecs, il y a une tribu, une horde plus précisément, qui a vraiment fait péter le feu. C'est les Pictes. Selon le youtubeur Ryan Jenkins, leur civilisation c'est de 3600 avant Jésus-Christ jusqu'à 900 après Jésus-Christ. Donc déjà c'est pas rien, hein, on parle déjà de plus de 3 millénaires d'existence. Peuple habitant le nord de l'Écosse à l'époque romaine. Voilà la définition officielle. Voilà, on n'a pas plus en définition officielle. Des écrits romains de 300 après la mort du Christ appliquent le terme Picte à des tribus hostiles dans la zone au nord du mur de Antonine. Ouais, Adrien, ça dépend. Leurs origines sont incertaines, mais il s'agirait d'une horde ou configuration de tribus celtes. Voilà, pour les définitions un peu plus développées, tous les liens sont là, mais j'essaie de faire hyper court parce que j'ai tellement à vous dire. Picte, on l'entend aujourd'hui en anglais avec picture, viendrait donc peut-être du mot peint ou tatoué. J'insiste lourdement sur le mot tatoué, lourdement. Voilà, j'essaie de faire court parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire. Voilà, ça c'est important. Contrairement à un exposé donc purement universitaire, je m'en excuse, et ou scientifique en l'espèce, vu que nous allons parler sorcellerie et mysticisme, car c'est vraiment très important chez les Celtes, je ne pourrais pas tout prouver. L'univers celtique, contrairement à ce qu'on voit dans les publicités ou les magazines ou autre chose, c'est un univers immense, 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 et complètement déboussolant. Vous avez sur vous, dans vos tatouages, dans vos vêtements, dans vos bouquins, dans vos phrases bien entendu, de la culture celtique. C'est monstrueux. La religion celte est une religion polythéiste, ça on s'en doute, préhistorique dans ses fondations, c'est-à-dire que c'est une religion pratique. C'est pour ça qu'on parle sorcellerie. Parce que grosso modo, les hommes de Cro-Magnon, j'exagère un petit peu, ils avaient un problème, mais c'est trouver une solution concrète quoi. Bah, j'ai une verrue, bah, je vais prier le dieu de la verrue, grosso modo. Voilà, donc c'est l'idéologie, comme on le voit dans le christianisme, avec une hiérarchie, etc., etc., ça les intéresse beaucoup moins, même aujourd'hui, ça peut être un problème. C'est pourquoi elle est très liée à l'occultisme. Alors dans l'occultisme lié au celtisme, je vais être très franc avec vous, je vais essayer en tout cas, on a, on va dire, comme dans des partis politiques, hein, différents clans, hein, voilà, des gens plutôt à gauche, plutôt à droite, mais c'est vrai que globalement, on est sur une religion qui est très à droite. On a aujourd'hui, et ça marche très fort, et je suis très content pour elle, les Wicca, W-I-C-C-A, qui sont grosso modo les sorcières d'aujourd'hui. Ce sont majoritairement des femmes, des cercles de femmes, il y a différents noms, on dit aussi coven. Voilà, elles ont toute une culture, et je suis très content pour elles, mais c'est vrai que c'est relativement différent de la culture druidique en elle-même. Mais c'est très important, vous voyez par exemple le pentacle qui a s'est un peu effacé, on va en parler juste après, et c'est très important. Oui, je vais essayer d'aller vite un petit peu. Ah oui, ça c'est intéressant, ça va vous intéresser. Bon, alors on a un site internet qui s'appelle godchecker.com, qui est un site que je trouve génial, je vous conseille d'y aller, qui recense en fait les divinités polythéistes dans le monde. Donc vous avez par exemple Shiva, etc. Plein de divinités polythéistes. Et donc ils ont fait un classement des divinités dans le monde les plus populaires. Donc grosso modo, je crois que le numéro 1 c'est Loki. Donc voilà, nos amis nordiques apprécieront. Zeus arrive bien, etc. Et chez nous, celle que nous appelons donc la déesse pour... Quelle était la prière? Morrigan arrive en 6e position au niveau mondial. C'est-à-dire que vous prenez le globe, au niveau mondial, au niveau des recherches, la 6e divinité la plus recherchée qui intéresse le plus les gens, c'est la Morrigan. Alors nous avons en gros 219 entités définies au 20 avril 2018 selon godchecker.com. Pour comparaison, nos frères hindous ont 33 millions, semble-t-il, d'entités. C'est pas pour critiquer, c'est juste pour dire que globalement, pour une civilisation qui est grosso modo du Portugal, mais on peut prendre bien sûr l'Irlande, il n'y a pas de problème, jusqu'à la Bulgarie, quasiment tout ça, que 219 divinités, c'est pas mal. Juste avant de commencer à dévoiler le bestiau, excusez-moi, juste pour vous dire et pour vous faire rigoler un petit peu, parce que j'aime bien un petit peu aménager le propos, la culture celtique est vraiment un peu partout. Par exemple dans les comics, vous retrouvez dans Judge Dredd, dans Ghost Rider bien entendu, dans Spawn, Dark Age surtout, vous retrouvez des choses de la culture celtique. Dans Batman, la chauve-souris par exemple, il y a des liens évidents dans beaucoup de personnages de Batman. Vous allez le voir de toute façon tout à l'heure, il y en a deux. C'est vraiment assez impressionnant dans la calligraphie, dans la peinture, dans l'art, dans la bande dessinée, dans les tatouages, je le redis, je le re-redis, c'est très important. Ne souriez pas, dans le sexe tout court, il y a beaucoup de fantasmes et de choses qui sont liées à des spécificités celtes, je ne me plaisante pas.
Dans la musique, Black Sabbath, AC/DC, Motorhead, évidemment. Dans la musique, on a dit, pardon. Alors, dans les artistes, très important, il faut citer quand même des gens capitaux qui sont monstrueux parce que la culture celtique, malgré sa force, a quand même, encore une fois, été cachée par nos prêtres, mais aussi a été détruite par beaucoup de gens. Et des gens ont permis de refaire renaître des choses. Vraiment, ce sont des héros, même s'ils n'en ont pas forcément conscience. On va commencer par quelqu'un qui est un petit peu loin, Hans Giger, que vous connaissez peut-être, un des créateurs d'Alien. Boris Vallejo, qui malgré ses origines, je crois qu'il est péruvien, a fait des choses très intéressantes. Manara, le célèbre auteur de bande dessinée érotique, dans sa bande dessinée Rapace sur les vampires, parce que la culture vampire est très importante chez nous, a bossé énormément, mais aussi dans les films, bien sûr, Le Seigneur des Anneaux, les séries, Game of Thrones qui est très en deçà de la réalité de la violence du monde celte, vous le verrez un petit peu après. Même si vous vous en souvenez plus trop, parce que le film est un peu vieux, Conan le Barbare, c'est capital. J'ai marqué quelque part, mais l'auteur de Conan le Barbare, je l'ai dit après, est quelqu'un qui connaissait pas mal la culture celtique et les Pictes. J'ai oublié de dire, et je m'en excuse, dans la musique Trobar des Mortés, la musique de début c'était pour eux, et le groupe de métal Eluveiti qui a fait un morceau pour un dieu, que ce soit je crois des dieux païens nordiques mais aussi des dieux païens celtiques. Deux artistes majeurs ont aussi joué donc, dans la culture celtique. Juste avant, un petit truc si vous avez des enfants et que vous leur montrez un dessin animé pas trop gore sur la culture celtique. Il est court, il est pas parfait, il y a des petites conneries, mais c'est Excalibur l'épée magique 1990 Disney. The Magic Sword, The Quest of Camelot, beaucoup de symboles celtes, très intéressant, très bien fait. Je l'ai vu il y a 2 jours, je l'ai revu il y a 2 jours, pas mal. Bref, pour finir sur les auteurs, Frank Frazetta, qui est un véritable dieu, sans qui rien ne serait possible de ce qui a été mis ici, absolument rien. Et pareil, Olivier Ledroit, un Frenchie, pareil, s'il regarde la vidéo un jour, il a toute mon admiration. Sébastien Grenier aussi, même s'il n'avait pas répondu à un de mes mails. Avant donc de commencer à dévoiler les symboles, juste pour vous dire, la culture celtique, grosso modo, autour de vous, c'est quoi? C'est la culture biker, la culture Wicca, le rock, le métal, le pagan de métal, le paganisme, la culture rugby, la culture technique aussi, on le verra avec un de nos dieux, très important, dans les bagnoles, dans les motos, culture baroque, on la voit aussi dans l'art, dans la mode, culture occulte, dans l'architecture aussi du reste, notamment dans les églises, culture vampirique, très important, et la culture gothique. Allez, on va sortir un peu le bestiau, je m'en doutais que je prendrais du temps. On va essayer de faire court après. Comme vous pouvez le voir, la première introduction dans le monde celtique, c'est pas forcément l'Office du tourisme irlandais, c'est un peu plus sombre que ça. On est lié, surtout de par nos amis et sœurs Wicca, à la Lune. Ça c'est très important. Et le sanglier celtique dont on parlera après, qui est capital, absolument capital. Je ne développe pas plus, on n'a pas beaucoup de temps. Pour tout ce qui est symbole, vous pouvez prendre des photos si vous voulez, ça c'est assez intéressant. Et ça vous pouvez le creuser chez vous si vous voulez faire des devoirs. Alors, le premier donc, la triquetra. Oui, ça j'ai passé parce que je ne veux pas vous embêter avec ça, on n'a pas le temps. J'ai la date, moins 500 avant Jésus-Christ, la première, semble-t-il. Triqueta, triangle, voilà, tri, 3 comme en breton, et Ketra, cornered, qui ressemble un peu à un des symboles de Odin, les 3 cornes. Et voilà. Je n'ai pas le temps de développer beaucoup plus, vous pouvez aller voir sur ancienne-symbole.com, il y a pas mal de choses sur la triquetra. Voilà, la croix celtique, très politisée. Alors, il faut en dire un peu plus justement. La vraie croix celtique, c'est la vraie croix celtique qu'on a peint tout à l'heure et je t'en remercie. Sun Cross, donc croix du soleil de Bélénos. Wheel Cross, donc croix de la roue. Taranis et sa roue. Pagan Cross, la croix des païens. Puisque la religion celtique, c'est le paganisme. Alors, une croix similaire justement est portée par Conan le Barbare dans le film avec Schwarzenegger. Robert E. Edward, on en parlait il y a 2 secondes, E. Howard, pardon, était connaisseur de la culture celtique et picte en particulier. Selon Seiyaku.com, des urnes datant de moins 1400, là c'est encore plus vieux, portent ce symbole, trouvé en Angleterre. Hop, je passe. Le triskel, que vous connaissez, le triskelion. Alors, généralement, on a plutôt tendance à le mettre vers la gauche, d'accord, comme ceci. Sur Paysan Breton, par exemple, c'est vers la droite. Sur le fil, c'est vers la gauche. Voilà, le festival interceltique. Je ne rentre pas dans ce débat qui, pour moi, est complètement naze.
Moins 3600 avant Jésus-Christ, Newgrange Capstone en Irlande, le premier semble-t-il découvert, symbole de l'unité des Celtes et des Nordiques. On le retrouve un peu partout, c'est vraiment un symbole extrêmement ancien, on a dit, 3500 avant Jésus-Christ, donc 5 millénaires d'existence quand même, surtout sur les armes, voilà. Alors on a plusieurs explications, semble-t-il, ça ferait penser donc aux trois éléments, le ciel, la terre, l'eau, on verra après avec les divinités après. Utilisé donc sur le drapeau de l'île de Man, blason de Füssen aussi en Allemagne, célèbre pour son château, utilisé comme symbole par le Troisième Reich, et ressemble, très important, ressemble au Mitsu Tomoe, symbole japonais extrêmement important, lié au dieu Reijin ou Raiden, nous en parlerons tout à l'heure, c'est capital. Et juste pour vous faire sourire un petit peu, c'est un symbole très ressemblant au symbole des pratiques sexuelles nommé BDSM. Ce n'est pas complètement lié, absent de notre débat. Mais c'est vrai que le sexe chez les Celtes est quelque chose de très important, nous en parlerons dans très peu de temps. Le pentacle, j'ai pas le temps d'en dire beaucoup plus, symbole très connu chez les Égyptiens, les Grecs, les Babyloniens, les Chinois, les Indiens, les Mayas. Symbole très important, très utilisé chez les Wicca, on parle de pentacle ou de pentagramme, je n'ai pas le temps d'en dire plus. Triple lune, très utilisé chez les Wicca, on a une pièce en or qui est... normalement j'avais mis le document là, je vais vous laisser des documents après, et vous avez une pièce en or que je vais vous laisser qui est somptueuse, et que normalement j'ai eu l'intelligence d'imprimer, ici, qui est absolument magnifique. Excusez-moi. Entre moins 40 et moins 50 avant Jésus-Christ. Voilà. Je vais commencer d'ailleurs à vous faire tourner les documents, au cas où certains d'entre vous s'ennuieraient, je m'en excuse. Mais déjà, vous pouvez voir que pour Bélénos, on a des serpents. Le serpent qui est un animal capital chez les Celtes et qui a été diabolisé comme quasiment tout ce qu'on a pu faire par la culture chrétienne, que je respecte pourtant. Je vous laisserai faire tourner et puis voilà, prenez tout votre temps. Ok, donc on en est où? On en est à la triple lune. Le Triban, ici, ou Arwen, comme dans le Seigneur des Anneaux, la princesse. Symbole très important de la culture druidique. Pas le temps d'en développer beaucoup plus. Symbole d'équilibre en théorie. Mâle, équilibre femelle, grosso modo, mais il y a beaucoup de choses de plus à en dire. Chez l'Obode, ordre des bardes, ovades et druides, donc il parle aussi de triade des levées de soleil. Voilà, il y a beaucoup de choses à en dire, mais on n'a pas le temps, juste pas le temps. Sanglier celtique sauvage, là par contre j'ai pas le temps, mais je vais pas me priver. Capital. Alors, le sanglier, je suis désolé si je bouge. Le sanglier donc celtique sauvage ou Celtic Wild Boar. Alors déjà, comment on se traduit sanglier en gallois? Je ne parle pas le gallois, c'est Torque, T-O-R-C. C'est bizarre, ça ressemble aussi au bijou le plus connu des Celtes, qui est le Torque, T-O-R-Q-E, grosso modo. Alors, les sangliers de l'époque, c'est pas les sangliers qu'on a d'aujourd'hui. Hein. Un sanglier à l'époque, je parle de l'époque, on va dire, avant les invasions romaines, largement même avant, parce qu'on a vu que c'était une culture qui était extrêmement ancienne, c'était 300 kilos un sanglier. Alors déjà aujourd'hui, certains le connaissent, c'est assez dur à flinguer un sanglier, et j'ai beaucoup de respect pour les sangliers, d'ailleurs je suis végétarien, mais le sanglier à l'époque c'était vraiment un monstre pour les gens, monstrueux, un truc énorme. Et je pense que les garçons verront de quoi je parle, en général, nous les mecs on aime bien avoir un symbole costaud, un symbole qui a de la gueule. Alors c'est étonnant, parce qu'il y a d'autres symboles pratiquement aussi puissants au niveau musculairement, qui n'ont pas été choisis par les Celtes, ou pas à ce niveau-là plus précisément. Et d'ailleurs, les Celtes ne parlent pas de Celtic Boar, c'est-à-dire sanglier celte, non, ils précisent, et ça c'est capital, Celtic Wild Boar, c'est-à-dire le sanglier celtique sauvage. On va en reparler après, c'est capital. J'essaie d'aller vite, c'est un des symboles de Teutates, qui est un dieu capital, qui a été... J'ai pas de nom qui a été insulté par tout ce qui est Astérix et tout, c'est une horreur, c'est un crime contre l'humanité ce qui a pu être fait, enfin bref. Selon CelticSymbols.net, ça c'est passionnant, vous allez voir, il y a vraiment des choses extraordinaires sur le sanglier. Animal consacré à la déesse Arduina, de la forêt des Ardennes, donc entre la Belgique et le Luxembourg. Dans certains mythes celtes, il a le rôle de mener les chasseurs dans l'outre-monde ou dans l'autre monde. Comment appelle-t-on l'enfer ou le paradis chez les Celtes? Plusieurs noms. On a Otherworld, l'autre monde. On a l'Underworld, comme les films, d'ailleurs qui parlent des vampires. On a aussi Avalon, etc. On a beaucoup de noms concernant donc la mort d'une certaine manière. Considérée comme la plus féroce et dangereuse des proies du chasseur.
Il représente la témérité et la force. Sa chasse était dure, tout comme aujourd'hui. Courageux, agressif et dur à tuer, très respecté des chasseurs, même encore aujourd'hui. Selon symboledictionary.net, fertilité, entêtement, têtu, guerre, chaos. On le retrouve aussi dans les tombeaux, alors il y a encore beaucoup de choses à dire, mais on le retrouve notamment dans les tombeaux des chefs celtes, on mettait du sanglier dedans. Pour le parcours vers l'autre monde, capital aussi, il est souvent représenté dans le rôle du trickster. Alors je ne suis pas très bon en anglais, mais trickster ça veut dire escroc, joueur de tours, filou. Full of cunning, astucieux, malin, rusé. Mischief, malice, espièglerie. Un certain humour celte, d'aucuns diront. Humour de taverne, humour taquin, piquant comme un scorpion. Et surtout, il est représenté sur les carnix, les cornes de guerre celtes dont nous allons parler après. Voilà. Alors, je serai plus court, mais il y a beaucoup plus peut-être à dire sur la harpe celtique que vous connaissez tous, qui est sur la marque Guinness. Pour faire extrêmement court, il faut savoir qu'on a interdit beaucoup d'instruments de musique celtique. Notamment nos chers amis anglais ont fait la chasse aux harpes en Irlande et en ont brûlé tout un paquet. Grosso modo, quand Guinness est apparu, la bière c'était en 1759 et ça faisait déjà quasiment 2 siècles qu'il était interdit sous peine de mort de jouer de la harpe. Il y a eu un gros travail qui a été fait en 1792, donc justement un festival a été organisé pour refaire vivre la harpe. Il ne restait que 10 harpistes. Monsieur Bunting a tout fait pour essayer de récupérer tout cela. Et c'est une des raisons pour lesquelles les Irlandais ont beaucoup de rancune vis-à-vis des Anglais. Les Anglais sont celtes aussi, on l'a vu au niveau des origines. Ils ne s'estiment peut-être plus encore celtes, quoique ça dépend desquels. Mais c'est vrai que les Irlandais ont vraiment la haine contre eux. Voilà. Lors de la... Oui, c'est ça, on a vu ça. Excusez-moi. Alors, il y a beaucoup d'instruments celtiques. L'accordéon, le bodhran, la bombarde, le bouzouki, les différents types de cornemuse. Une sorte de lyre qui s'écrit C-R-W-T-H, je ne sais pas la prononcer. La harpe, le fiddle, qui est une sorte de violon. The chorus, pour ceux qui connaissent, des musiques extraordinaires. La F-T-U-T-E-S, flûte traversière en bois. Le tin whistle, flûte métallique irlandaise. Le trojangol, clarinette dans le nord et centre-Bretagne. J'ai pas le temps d'en dire plus sur les instruments celtiques et l'harpe celtique, mais c'est passionnant. Et on voit, comme je vous le disais au début, qu'on est sur une culture qui a été chassée pour chasser. Une des raisons, je vous le dis immédiatement, c'est ce que je vous ai dit avec le sanglier, la culture celte, c'est pour ça que je vous parlais de sexualité tout à l'heure, est foncièrement libre. Foncièrement. Très important. Et c'est une des raisons pour lesquelles ça ne plaît pas politiquement, car il y a une véritable liberté de ton et liberté d'esprit. Le Shamrock, j'ai pas beaucoup de temps pour vous en parler. On lui attribue des pouvoirs magiques, car ses pétales se dressent à l'arrivée d'une tempête, avertissant les gens d'un danger imminent. Il est aussi considéré comme un charme talisman, apportant la chance et éloignant le mal. Le mal n'est pas vraiment représenté dans la culture celtique. Je vais aller extrêmement vite sur les autres symboles, car je n'ai pas le temps. Mais ils sont importants quand même. Le crâne, qu'on revoit évidemment sur les drapeaux de pirates. Puisque les pirates, c'était grosso modo des gens qui venaient d'Irlande, d'Écosse. Si vous connaissez la série Black Sails, au tout début, il y a une musique irlandaise qui est extraordinaire. L'éclair, lié à Taranis. La manière de plus de le représenter comme ça, c'est très important dans la mode aujourd'hui, mais c'est très important. Le soleil noir, qui est une variation de la croix celtique, qui est très important. Moi j'aime bien parce que c'est un petit côté éclair, c'est sympa. Le cladag, dont là je vais m'arrêter un tout petit peu parce que là c'est capital, et je parlerai des deux autres après. Pour le cladag, on a encore un lien, je suis désolé et c'est pour ça, j'espère ne pas trop vous faire sourire, avec la sexualité. Puisque là, et je l'ai cru très longtemps, ce qu'on estime souvent quand on parle de paganisme, et souvent les chrétiens disent oui tu n'es qu'un païen, c'est vous n'êtes pas fidèle, vous baisez partout, vous faites des orgies, tout ça. Bon, si c'était vrai ça serait marrant. Mais voilà, il y a quand même une question de fidélité chez les païens. Voilà. Le cladag justement représente cette fidélité. Grosso modo, donc ça représente la loyauté, et donc je viens de dire la fidélité. Ça a été créé donc soi-disant par Richard Joyce, mais on n'est pas trop sûr. La couronne symbolise la loyauté, le cœur, l'amour. Alors, dans les cartes à jouer, le cœur ça peut représenter l'émotion, pas forcément l'amour. Le calice chez nos amis italiens. Et les mains qui tiennent donc le cœur symbolisent l'amitié. On peut estimer que c'est une alliance celtique ou païenne. Je trouve ça très intéressant.
Le chiffre 13 dans un losange qui peut ressembler donc au carreau, très utilisé dans la culture biker, on a vu que c'était lié à nous. Et l'as de pique chez notre ami vénéré, les Mickey Mister du groupe Motorhead, très important. Les jeux de cartes, comme il y en a juste ici, anglais et français ne sont pas les mêmes justement que les jeux de cartes italiens ou autres. Il y a quand même des symboles très importants. Vous remarquerez quand même que sur deux symboles quand même assez connus, qui sont le cladag, on a le cœur, et qui sont le shamrock, on a le trèfle, c'est ça. Il y a quand même des choses à creuser. Alors, on reste encore un tout petit peu dans le domaine universitaire avant de passer au vif du sujet, mais qui va être rapide comme l'éclair. Vous allez voir, ça va aller très vite après pour les divinités, et c'est dramatique. Qu'est-ce que nous avons là? Nous avons des symboles physiques de la culture celtique. Le menhir, par exemple, le corbeau, qui n'est qu'un des animaux celtes. Et je vous ai fait, rapido, des représentations du chaudron de Gundestrup, que certains d'entre vous, j'en suis sûr, sont des véritables experts, connaissent un petit peu. Alors, on va s'arrêter un tout petit peu là-dessus, parce que c'est quand même assez intéressant. Pour faire très court, au niveau des menhirs, Stonehenge, par exemple, c'est 3100 avant Jésus-Christ. Donc, quasiment 5 millénaires vis-à-vis de nous. À côté, il y a un autre champ de menhirs, ils ont 2400 avant Jésus-Christ. Grosso modo, pour les représentations qui ont été faites ici, et je parlais tout à l'heure d'un dessin animé de Disney où ils ont repris justement les spirales et tout dans les décors, c'est super beau, très bien fait. Grosso modo, entre la Grande-Bretagne, la Gaule, grosso modo, hein, on a à peu près 50 000 menhirs, à peu près. 1200 dans le nord-ouest de la Gaule. Voilà. On avait beaucoup de choses à dire sur les menhirs, on n'a pas le temps. Au niveau des animaux celtiques, alors ça c'est super intéressant parce que ça va vous intéresser profondément. Et ce que je souhaite aujourd'hui, c'est pas vous donner des vérités, parce que j'ai dit certainement plein de conneries, mais c'est vous faire comprendre qu'on a vraiment affaire à un truc qui peut vous apporter des choses dans la vie de tous les jours. Les Celtes, grosso modo, avaient des animaux totems. Pour vous en citer quelques-uns, on a le dragon. Ça va, c'est plutôt connu. Sanglier et truie. Serpent, qui peut être cornu. Taureau et vache. Alors je reprends. Sanglier lié à Teutates notamment. Taureau et vache lié à Taranis, Tarvos et Esos. Bélier, serpent, bélier. Teutates est lié au cornu, Carnunos, très connu. Le corbeau, symbole majeur lié à la Morrigan et à Odin, nos amis nordiques. Cerf et biche lié au cornu, Carnunos. Ours lié à Artio, cheval lié à Epona. Le cheval est un symbole très important, car justement un des symboles de la liberté des Celtes, capital. Le chien, très important aussi, le faucon, l'aigle, la grue liée au taureau. On parle justement de Tarvos Trigaranos, parce qu'il a 3 grues avec lui. Le renard, ou loird en breton. Le loup, symbole guerrier, la chouette, le chat, l'abeille, et le cygne, pardon, ensuite. Alors la chouette liée à Kaliach dont on parlera après, le loup symbole guerrier, le chat qui peut être un peu lié à Salem, mais ça c'est à voir. On a aussi la grenouille, le merle, le saumon, le phoque, l'oie, le lièvre, le roitelet, l'outre. Ça m'intéresse moins ces symboles là, mais les autres sont quand même assez capitaux. Et là par contre, il y a des choses qui commencent à être intéressantes, on commence à se rapprocher de Gundestrup, c'est les animaux exotiques. Alors Gundestrup, on va voir, c'est 200 avant Jésus-Christ et 300 après Jésus-Christ. Grosso modo, on n'est pas trop sûr de la date, hein, pour être franc, on a quand même 500 ans d'écart. Mais on a sur Gundestrup, on a des symboles un peu étonnants, on a des léopards, on a des lions, on a des éléphants, alors je dis les mais on va en parler un peu plus, etc. Alors c'est un peu étonnant parce que c'était pas forcément des animaux qu'ils avaient l'habitude de croiser, ça montre quand même que ils avaient dû voyager les loustiques. Alors maintenant on va donc parler de Gundestrup qui est quelque chose d'absolument capital en toute franchise. Il y a à peu près 3 jours, quand j'étais encore en train de bosser dessus, parce que j'ai bossé vraiment comme un malade là-dessus, j'ai découvert des choses sur Gundestrup que j'ai dû rajouter un peu à la dernière minute dans l'explication. Entre 200 avant et 300 après Jésus-Christ, donc au niveau de la date, on n'a vraiment pas de certitude. Ce qui est... Je vais très vite, mais là, on va s'attaquer à des trucs capitaux pour que vous compreniez un peu le mécanisme. C'est très important. Ça, juste là. Quand vous regardez Gundestrup, vous avez un taureau au centre de Gundestrup avec une femme pas loin guerrière. Et là, ça plaira à toutes les personnes qui sont sensibles à la cause féminine. La religion celtique est faite pour vous. Le taureau au centre, c'est le symbole, en théorie, majeur chez les Celtes. J'ai parlé du sanglier tout à l'heure, très important, qui est quasiment numéro 2, ex aequo peut-être avec un autre. Le taureau, vous allez le voir dans pas longtemps, c'est capital.
La femme aussi, je ne l'ai peut-être pas assez dit, et je vais te dire un peu plus précisément. La femme, autant l'amour de la nature est énorme chez les Celtes, beaucoup de spirites celtiques, druides, etc. disent que grosso modo on ne peut pas être autre chose que végétarien quand on aime la culture celtique. Et autre chose, on ne peut pas non plus, alors même si je suis un peu macho, je l'espère, mais on ne peut pas être autre chose que féministe quand on s'intéresse à la culture celtique, tant les femmes ont une importance monstrueuse. Je le redirai tout à l'heure, mais les Celtes vouent un culte très important aux femmes garçons manqués. Je donne ça avec les mots d'aujourd'hui. La femme un peu plus précieuse est moins vénérée. Je dis pas qu'elle n'est pas appréciée, je dis qu'elle est moins vénérée. Et on va en parler juste après. Mais grosso modo, symbole central de Gundestrup, le taureau et une femme guerrière, déjà c'est intéressant. À côté, je n'ai pas le temps de développer, des animaux fantastiques, mais ça c'est très important. Des êtres humanoïdes un peu étonnants, des êtres géants, des chevaux ailés, serpents cornus et casques à cornes, par exemple, sur le personnage. Tout ça, c'est capital. Pourquoi c'est capital? Je vais extrêmement vite, j'essaye d'aller très vite. Parce qu'en fait, la religion celtique est une religion polythéiste, grosso modo, de 4e degré. C'est mes mots à moi, vous allez tout de suite comprendre. Je suis un gourou, j'ai envie de créer ma propre religion polythéiste pour me faire plein de nanas. Qu'est-ce que je peux faire? Je me dis, bon, alors c'est pas compliqué, on va faire un élément central, genre le feu, l'air, on va vénérer le feu et l'air. Première possibilité. Deuxième possibilité, on va vénérer donc un animal. Donc par exemple, on a dit tout à l'heure, le sanglier, le cheval, le lion, etc. Troisième possibilité, on va vénérer, on va dire une forme humanoïde. Ça peut être un héros, ou ça peut être une forme humanoïde. Par exemple Zeus. Zeus, grosso modo, a une forme humanoïde. Quatrième possibilité, je vais reprendre juste ma petite page pendant que vous buvez un petit coup. Quatrième possibilité, c'est donc, je vais retrouver ma page, voilà. C'est donc le mix humain et animal. Ça c'est très intéressant. On a là affaire à, je pense pas exagérer malheureusement, une des seules traces en fait de ce qu'est la religion celtique, parce que les Celtes, vous le savez tous, ont une tradition orale. Et là, grosso modo, on a affaire à des formes parfois humanoïdes. Ici, au niveau des léopards, ils se marrent. On a aussi des hyènes. On a des chevaux ailés. On a des hommes avec casque. Bref, on a plein d'éléments qui annulent certainement ici. Un dieu avec des cornes de cerf, etc., qui tient un serpent spécial. Bref, on est sur une religion polythéiste de 4e degré, c'est très important. Le casque cornu, c'est très important. J'ai beaucoup d'autres choses à dire, mais je n'ai point le temps. Là, on va entrer dans la dernière partie académique, et ensuite on va atteindre le cœur du sujet qui sera trop court. Parce qu'on nous l'a massacré. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors ça, c'est grosso modo les ogames. Comme les runes, et c'est pour ça que j'en ai mis à mes petits doigts. Voilà, B, L, V, S, N, H, D, T, C, Q, M, G, N, G, Z, R et les voyelles A, O, U, E, I. Donc vous remarquez que là on commence à toucher à l'astrologie, on commence à s'éloigner un petit peu du monde entre guillemets rationnel, même si vous allez voir on va parler de sorcellerie, malheureusement la sorcellerie c'est parfois très rationnel. Vous remarquez, bon, dans les représentations qu'on voit souvent des ogames, c'est souvent le triskel au centre, on a dit symbole de l'unité des nordiques, paganisme nordique et paganisme celtique, excusez-moi. Les solstices, les arbres, les mois, et les symboles astro, Capricorne, Aquarius, puis voilà, etc. Alors, une des discussions que l'on a avec les gens qui discutent avec moi, parce que je veux dire, on est nombreux et c'est secret, c'est justement, ma thèse, entre guillemets, c'est que là, on peut faire sauter certainement certains signes astro pour les remplacer avec les animaux qu'on vient de voir. Si vous avez trop chaud, on peut ouvrir des fenêtres ou des portes, hein, je veux pas... Donc voilà, donc il y a encore des choses à revoir là-dessus. C'est passionnant, c'est très lié à l'astrologie, et puis voilà.
Maintenant, alors par contre on n'ouvrira pas la porte, mais on peut ouvrir des fenêtres, parce que... Non, excuse-moi, non c'est ma faute, c'est ma faute. Là on va maintenant s'attaquer au lourd, mais au très très rapide. Et juste avant de parler du lourd et du très très rapide, il faut parler justement des Pictes. Si les Grecs avaient leurs Spartiates, si les Nordiques avaient leurs Berserkers, j'espère pas trop mal prononcé. Tu dis Berserkers, c'est ça? Putain, merci. Les Celtes avaient leurs Pictes. Alors grosso modo, le truc le plus intéressant pour aller très court sur les Pictes, c'est une des raisons pour lesquelles les gens sont fiers d'être Celtes. On a beaucoup moins chaud. C'est qu'ils se battaient à poil. Ils allaient au combat à poil. Peint, alors on pense que c'est en bleu, parce qu'ils étaient grosso modo au nord de l'Écosse, mais ils allaient au combat à poil. Et ça c'est extraordinaire. On a aussi les Icénides dont on parlera tout à l'heure, avec l'incroyable héroïne Boudica. Et vous verrez que les femmes, je le redis, je le re-redis, ont une importance capitale chez les Celtes. Maintenant on commence à s'attaquer donc aux divinités. Photos, à la limite, vous avez le droit, mais je ne les passerai qu'une fois. Je serai extrêmement rapide. Les dessins sont de qualité médiocre, je m'en excuse. Voilà. Au niveau de l'armement qui va être présenté, car les divinités celtes sont d'abord et avant tout des divinités guerrières. La première chose qu'on attend d'une divinité, c'est qu'elle soit agressive. En tout cas chez les Celtes. Pourquoi ? Parce que je vais invoquer une divinité, parce que éventuellement mon patient ou mon ami a un problème. Exemple, telle jeune femme vient consulter un spirit, elle a un problème de fertilité, je vais invoquer telle divinité, par exemple. Voilà. Mais cette divinité n'est pas forcément une divinité qui soigne, on va dire, dans le bien-être. C'est une divinité qui va combattre un mal. Donc c'est pour ça que généralement les divinités celtes ont un look extrêmement agressif, vous allez le voir tout de suite. Enfin, pas tout de suite, vous allez le voir. Le casque porté par bon nombre des divinités ici vient de 2 modèles ayant existé, dont un retrouvé en Italie. C'est très important ce que je vais dire, parce qu'il y a des cornes dessus et c'est très important. Les armures sont du 15e, 16e siècle, grosso modo. On reste dans ce qu'on a dit tout à l'heure. L'armement historique aussi, j'ai choisi la hache d'armes qui est représentée sur bon nombre de blasons bretons. La hache d'armes est un mix de hallebarde et de marteau de guerre. C'est une des armes les plus puissantes au niveau corps à corps qui existe. Elle est terrifiante. Et voilà. Commençons donc par la reine. Morrigan. Vous remarquez donc les symboles Pictes, voilà, manière de peindre Pictes, généralement estimé comme bleu. Il y a différentes erreurs hein, sur le dessin, je m'en excuse, c'est fait par mes petits moyens. Le tribone que nous avons vu tout à l'heure, les triquetras. Vous avez vu les ogames il y a un instant, si vous avez bonne mémoire, c'est l'ogame M de Morrigan justement, car en tant que déesse, les autres divinités auront sa marque sur elle. Les Wicca sont très fans de Morrigan, je suis très fan moi également. Le Triskel que vous connaissez, que nous avons vu il y a très peu de temps. Les pentacles avec les lunes, parce qu'on peut mixer les deux. Et ici, sur d'autres divinités, vous verrez des croix celtiques comme j'ai ici. Ici. Le casque à pointe, qui a existé. Et les cornes, alors parfois je les dessine plutôt mal, mais ces cornes-là, liées au taureau, existent aussi, retrouvées en Italie. J'aime beaucoup l'Italie, j'insiste vraiment sur ce point. La hache d'armes, le marteau, la hallebarde, marteau de guerre et hallebarde et la lance au bout. Nous avons affaire à des divinités qui ont la capacité d'être, donc qui sont de 4e degré, qui peuvent changer de forme, d'allure, qui peuvent prendre, qui peuvent être des créatures, etc. Donc beaucoup, vous verrez, ont des ailes de dragon, grosso modo, ou de chauve-souris, je parlais de Batman tout à l'heure. Là. Un truc très important, puisqu'on a eu un débat l'autre jour là-dessus, pourquoi les divinités celtes, je m'en excuse, sont légèrement dénudées, surtout pour les femmes. Alors là, je parle aux féministes parce que c'est très important. On pourrait croire que c'est macho en fait, de représenter les femmes au niveau des divinités celtes un tout petit peu dénudées. C'est complètement le contraire. La divinité femme, surtout chez les celtes, extrêmement dominante, et justement vu qu'on sait que notamment les Pictes se battaient à poil, et n'oubliez pas que nos amis écossais ont des kilts où ils sont à poil dessous, c'est pas choquant en soi d'avoir des divinités femmes un petit peu dénudées. C'est un débat qui peut avoir, mais forcément n'a pas forcément lieu, surtout que, notamment pour Morrigan qui est la déesse, j'ai oublié de le dire, de la guerre, de la mort et du sexe, c'est important qu'elle ait, voilà, un petit peu des charmes. Mais c'est une personnalité extrêmement féroce. C'est, comme je vous le disais tout à l'heure, la 6e divinité polythéiste au monde à être vénérée.
donc déesse de la guerre, de la mort, du sexe et du courage. Son symbole principal, on le voit un tout petit peu, c'est le corbeau, lié à Odin. Femme de caractère, féroce, intelligente, sans aucun compromis. Aucun. Avec un immense sens de l'honneur. Au niveau des gens qui viennent voir des druides, des spirites, etc., moi je le vois avec le groupe que je gère très humblement. Ils font souvent, on appelle ça l'appel de la Morrigan, ils font souvent un rêve, ou ils ont souvent un ressenti bizarre. Et la première divinité en général auquel les gens parlent, c'est j'ai vu un rêve où j'ai vu une femme brune, un peu méchante, qui m'appelait. Grosso modo, hein. Et souvent c'est ça, c'est l'appel de la Morrigan. Nommée la reine dans notre jargon, elle est telle Boudica, ou Marion du Faouët chez nous, la meneuse implacable de la religion celtique. Mabd, M-A-D-B ou Macha sont d'autres de ces noms, mais il en a plusieurs, liés aussi à la panthère, à la tempête, etc. Divinité liée, Hécate, H-E-C-A-T-E, je ne sais pas si je prononce bien, Morana, divinité slave de la mort et de l'hiver, très important, évidemment, Athéna. On a affaire ici à une Athéna gothique. Si vous avez l'encens du patchouli, je vous le recommande pour elle, même si elle est de très fort caractère. Et une musique qui lui a été dédiée par le groupe Trobar des Mortés, T-R-O-B-A-R, espace D-E, espace M-O-R-T-E, Morrigan. C'était la musique que je chantais au début, tout simplement. Maintenant, nous allons passer à des divinités beaucoup moins connues, très importantes, dans votre vie de tous les jours en fait, mais beaucoup moins connues. Morrigan a des véritables adeptes, des sectes certainement existent, j'en suis plus que convaincu, puisque je connais certaines personnes. Mais là, on va commencer à voir des gens un peu moins connus, mais c'était important de commencer par la déesse. Voilà. Sukelos, celui qui frappe dur. Nos amis et nos frères nordiques ont leur Thor, que tout le monde connaît. Bien, on a dit que la taille ça ne comptait pas, mais nous avons, disons, un dieu qui a un marteau extrêmement long. Ici représenté en forme de façon métallique, alu, ce que vous voulez. Doté d'un long maillet ici d'argent, Sukelos a des attributs guerriers évidents. On sait peu de choses sur lui, mais il était tellement populaire que les Romains en ont ramené des icônes qu'ils prénommèrent Sucellus. Ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que quand les Romains sont arrivés en Gaule, notamment, ils étaient polythéistes. Ils n'étaient pas chrétiens. Grosso modo, ils voient en face d'eux des loulous un petit peu excités, un petit peu méchants, qui, quand même, parfois leur font perdre des batailles. Ils se disent, attends, ce gars-là en face, il a un truc que je n'ai pas. Il se débrouille pour avoir des icônes ou des divinités, et il le prie. Sukelos traduit Sukellus, Esos traduit Esus, etc. Il y a eu beaucoup de divinités celtes empruntées par les Romains, mais qui restent les nôtres. Époux de Nantosuelta, que nous verrons beaucoup plus loin. Son nom signifie donc le bon frappeur. J'ai beaucoup de choses à vous dire, mais je n'ai pas le temps. Il a toujours avec lui, donc selon Britannia.com, il a toujours avec lui son long marteau. Des cierges en forme de marteau et des autels ont été retrouvés en Gaule. Une bague, on en reparlera des bagues après avec Teutates, lui étant dédiée a été retrouvée en Grande-Bretagne. Au sud du Rhône, son pot est chargé, parce qu'il peut avoir un pot, est changé en tonneau, ce qui le lie à l'industrie du vin. Son marteau, instrument de pouvoir, est utilisé pour frapper la terre et la réveiller après le sommeil de l'hiver, utilisé aussi pour réparer les barrières, pour symboliser les frontières et protéger le peuple des maladies. Ici, je me suis permis une référence aux vampires, j'ai pas le temps de développer. Bram Stoker était irlandais, il raconte l'histoire d'un héros, j'insiste sur le terme héros. Vlad Tepes dit Dracula, Dracula ça veut dire le fils du dragon, qui avait une manière de communiquer un petit peu étonnante, puisqu'il recevait des gens dans son château en buvant du sang humain. Et est-ce que c'était des cadavres ou est-ce que c'était des gens vraiment vivants? Il empalait des gens pour faire des frontières. Voilà. La culture vampirique est très importante chez les Celtes, même si ça paraît pas forcément évident. On a dit tout à l'heure que l'outre-monde, Otherworld, se nommait aussi Underworld. Et c'est justement une série de films sur les vampires que je vous conseille. Il y a beaucoup de références au celtisme. Il est lié au chien, symbole de fidélité bien entendu, mais plus précisément au molosse. On en reparlera tout à l'heure. Le molosse, vraiment le chien d'attaque costaud, est très important chez les Celtes. Autre chose qui ne se voit pas là forcément, mais qui est important car il nous différencie de nos amis nordiques. Pardon. Vous le verrez pas forcément parce qu'ils ont des casques.
Les Celtes n'ont aucun problème avec la calvitie. Et n'ont aucun problème avec le fait de se raser. Oui, je sais, c'est fait pour faire rire, mais c'est la vérité. On a des représentations de divinités celtes, pas toutes, mais chauves. Lugh et Ogmios, par exemple, peuvent être représentés avec la calvitie, ce qui n'était pas un problème. Et le fait de ne pas avoir de moustache ou de barbe, ou de ne pas en vouloir, n'était pas forcément un problème non plus. Au niveau du Shodan Gundestrup, tout à l'heure je ne l'ai pas dit, mais il y avait une position de boxeur, et Sukelos peut être lié au sport de la boxe. Très important aussi, si vous voulez faire des incantations en sa faveur, il n'est pas facile à capter, mais il est symbole de chance. Vous pouvez le prier avec donc la pierre d'obsidienne, donc qui est une pierre qui amène l'argent, et c'est voilà, une des divinités qui apporte la chance. Voilà. Et là vous allez voir, ça va être de pire en pire, pas sur certains, il y en a encore 3-4 où on va avoir beaucoup de choses à dire, et le reste ça va aller terriblement vite. Terriblement vite. Brigitte, ou alors B-R-I-G-D, ou Brit, B-R-E-E-T, on dit Brit en théorie, selon nos amis druides de l'Aubaude. J'ai pas le temps de tout dire, parce que déjà, j'ai beaucoup de temps. Grosso modo, c'est une divinité extrêmement importante chez nos amis sorcières Wicca. C'est une divinité purement féministe. Purement féministe, en tout cas, dans ce que nous avons aujourd'hui, elle est purement féministe, il n'y a aucun doute là-dessus. Au niveau des armes, je me suis permis parfois de mettre des armes modernes parce que de toute façon les Celtes ne sont pas là pour se laisser faire. Mais voilà, c'est une divinité très importante. Le tartan, qui est quelque chose de très important chez nos amis écossais. Encore une fois, une légère représentation dénudée, mais qui n'est encore une fois pas sexiste, j'insiste lourdement. Et les symboles, croix celtique qu'on voit un peu mieux, un peu partout. Représente grosso modo la mère ou la femme qui se bat. Donc vous voyez, là je commence à aller très vite, ça va aller très vite, donc c'est pour ça si vous avez des photos à faire, n'hésitez pas. Parce que sur certains, pas forcément sur ce monsieur, mais sur certains, on n'a rien, quasiment rien. Ce monsieur extrêmement sympathique, je l'ai légèrement customisé, pour différentes raisons, je vais vous expliquer après. C'est Cernunnos. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, au niveau de Brigitte, elle est dans votre langage commun, la bride, la fiancée. Ou Brigantia aussi, ça vient de Brigitte. Et un de ses totems, c'est le feu, et elle a beaucoup d'animaux et de plants liés à elle. L'âme du tarot de Martial liée à elle, l'arcane 11, excusez-moi, je m'en excuse plein. Cernunnos, la star cornue, dit l'indomptable. Alors, je vais vous lire le texte de Olivier L, que je salue, qui est un fan de Cernunnos. Cernunnos, c'est, après Morrigan, la deuxième divinité celte la plus connue. Il existe des statuettes, c'est quelqu'un d'extrêmement populaire. Tellement populaire d'ailleurs que vous remarquez peut-être des petits liens avec des représentations diaboliques. Pourquoi? J'adore faire ça. Parce qu'en fait, la construction du diable vient de lui. Les chrétiens, grosso modo, c'est une certitude, c'est pas moi qui le dis, quand ils sont arrivés, après les invasions ont représenté le diable à partir des symboles païens. Le serpent, par exemple, capital. Vous le voyez sur les documents que je vous ai laissés avec Bélénos, il a deux serpents à côté de lui. Le caducée, symbole des médecins. Vous avez des serpents qui s'entrecroisent. Cernunnos dit le cornu, on en parle avec le texte de Olivier qu'il a fait pour vous. Il est très fan de cette divinité-là. Dieu protecteur du monde animal, toute espèce humaine comprise, j'aime beaucoup. Pourrait dater d'avant les Celtes. Bois de cerf représente le lien entre le monde des vivants et le monde des morts, on en reparlera après. Cernunnos est un dieu voyageur qui passe de monde en monde, je trouve ça très joli. Les bois de cerf sont aussi un symbole de renaissance. Ils tombent en automne, hiver et repoussent au printemps, été. Représentent les saisons. Alors, il ne m'en veut pas, mais je n'ai pas complètement représenté le serpent bélier qui est le copain de Cernunnos. J'ai juste représenté un petit serpent vite fait. Mais le serpent à tête de bélier, on va en parler après. Cernunnos le maintient dans ses mains pour préserver les animaux qu'il protège. Cernunnos est très attaché au bien-être animal. Le torque, on l'a vu avec Morrigan tout à l'heure qui en avait un avec deux têtes de mort. Il peut le tenir dans les mains. Il peut aussi l'avoir sur lui, mais j'ai fait exprès de ne donner que deux divinités avec le torque pour montrer la reine et pour montrer le roi. Le roi chez les Celtes, c'est très important, vous allez voir après. Cernunnos peut être considéré comme la version cool de Herne le chasseur.
Version agressive et vengeresse du cornu, on l'appelle le cornu parfois, qui a sa version dans la chasse sauvage en Angleterre. C'est quoi la chasse sauvage? La chasse sauvage, en fait, c'est que, on parlait du mal tout à l'heure, les Celtes ne représentent pas vraiment le mal, le diable ou les démons, ça parle pas trop. Par contre, on estime que quand il y a un souci, par exemple une maladie ou autre chose, les juifs parlent de ça avec le Dibouk par exemple, eh bien il peut y avoir un fantôme qui se colle à vous, qui vous pose des problèmes. On peut estimer qu'une fée, et les fées, c'est très important, les fées ne sont pas forcément, je fais exprès de tourner le chaudron en même temps, les fées ne sont pas forcément positives chez les Celtes. Alors, on vous a parfois rabattu les oreilles avec les Corrigan en Bretagne. Les Corrigan, c'est pas top, dans le sens où c'est un peu local comme dénomination, et les représentations des Corrigan sont dégueulasses. Les fées, c'est quand même déjà beaucoup plus sexy, et c'est beaucoup plus celtique et universel dans la culture celtique. Bref, je suis obligé d'aller très vite. Cernunnos, c'est l'indomptable, encore une fois on est sur la liberté. Corne de cerf, voire de bélier, et parfois accompagné d'un taureau. Capital, c'est détail, capital. Sur hydraemir.blogspot.fr, vous avez 30 pages à peu près sur Cernunnos d'explications, c'est hallucinant. Encore une fois, on en revient au sexe, dieu de la luxure aussi, etc. Lié au pan et à l'homme vert, lié à la fête, l'alcool et la mort. Là, on va attaquer un petit peu du lourd. Alors, je me suis permis une petite queue un peu diabolique et le soleil noir que vous revoyez à chaque fois. Le doigt d'honneur, c'est parce que c'est un rebelle. Il y en a un autre qui en fera un après. Et ça, c'est bon, vous savez, le symbole des métalleux. La chaîne et le reste de l'armure, hein, c'est des choses historiques. Voilà. Toi, je t'aime bien. Elle, attention. Ça se voit un petit peu. Donc déjà, la Morrigan tout à l'heure, faut pas trop la faire chier. Bah, elle, faut vraiment pas la faire chier. Bon. Kaliach. Alors ça s'écrit C-A-I, 2 L-E-A-C-H. Une bougie noire, de la menthe, un miroir. Je vais vous emmerder avec le miroir parce que c'est important, non seulement dans vos vies. Je sais plus, je crois que c'est de... Je crois que c'est du patchouli encore une fois. Et bougie verte. Alors c'est quoi ce petit rituel que je vous ai mis ici? Ah, l'obsidienne encore une fois. C'est pour la prospérité. Si vous avez des problèmes d'argent ou autre chose. Bougie noire, bougie verte, menthe, patchouli, obsidienne, devant un miroir. Et ensuite, 13 jours, pendant 13 jours, vous recouvrez le miroir avec un drap. C'est pour ça que je ne veux pas que la vidéo soit diffusée n'importe où. Le miroir, j'en parle immédiatement parce que c'est très important et on m'a donné différents éléments là-dessus récemment et c'est vraiment un peu consternant. Le miroir, vous avez le droit de ne pas croire à la sorcellerie, ça ne me pose aucun problème. Mais le miroir, c'est un élément positif et négatif. C'est-à-dire que quand vous voulez communiquer avec les morts, ou l'autre monde, ou ce que vous voulez, vous pouvez communiquer avec de l'eau, comme ceci, et vous pouvez voir s'il y a des mouvements, des ondes dans l'eau, etc. Il y a les boules de cristal aussi. Alors le miroir, par contre, il y a vraiment un regard de l'autre monde, en tout cas c'est ce qui est considéré avec. Parce que je ne peux pas tout vous dire, grosso modo, faites attention à vos miroirs. Il y avait un film avec Kiefer Sutherland sur le thème des miroirs. Faire attention, si vous pratiquez le pendule, vous prenez voilà, notre pendentif, faites du pendule et vous voyez si le miroir est positif ou négatif. Un miroir peut avoir des conséquences dramatiques dans une vie. Terrible, terrible. Faut vraiment faire attention au miroir. Et ça, c'est la vérité, pure vérité. Je ne peux pas tout dire, mais c'est très important. Kaliach, en gallois, Kaliach, ça dépend comment on le prononce, ça veut dire la chouette. Il y a d'autres manières de la prononcer. Destructive, souvent représentée, alors pas que négative, attention, pas que agressive, hein, mais souvent représentée sous la forme d'une femme âgée, mais pas toujours, ça peut être une jeune femme. Elle peut aussi être représentée sous le trait d'une jeune femme, voilà. Gardienne des graines, gardienne de la force essentielle de la vie, énergie vitale, elle possède l'essence même du pouvoir. Liée à Némésis, la déesse de la vengeance grecque, Morana, slave, on en a dit tout à l'heure, l'hiver, et là c'est capital, à Kali, elle s'appelle Kaliach, je vous rappelle, hein, liée à Kali, la déesse de la destruction en Inde. Très puissante. Vous remarquerez ici, il y a des représentations qui ne sont pas de moi, où justement on a des crânes avec des trisquelles dessus qu'elle tient dans les mains.
serpents, j'ai pu en mettre un ici aussi, mais j'aurais dû en mettre beaucoup plus de serpents. Keridwen. Je suis obligé d'aller très vite. Grosso modo, Keridwen, Kaliach et Keridwen peuvent être la même entité, hein, grosso modo. Hein. Keridwen est un peu plus lié au chaudron. J'ai pas le temps d'en dire plus, mais voilà, il y a 3 types de chaudrons. Chaudron de la transformation, de la régénération et de la renaissance. Chaudron de l'inspiration. Elle a 2 enfants. Keridwen, qui est une femme, c'est important, une jeune fille, représente tout ce qui est beau et lumineux. Je vous ai dit qu'on était sur une religion féministe, je vous ai pas menti. Et son fils, Afakdu, représente tout ce qui est laid. Alors, ça c'est important, vous connaissez peut-être pas, vous connaissez peut-être, je suis sûr qu'il y a des experts parmi nous. C'est une lavandière de la nuit. Si vous ne connaissez pas, je vous explique vite fait après. Watcher at the Ford, Bin Nig, qui est un des aspects aussi de la reine Morrigan. Elle peut être représentée aussi, voilà. Alors, bon. Les lavoirs, vous connaissez tous un peu, hein, bon voilà, lavoir. La nuit, dans les lavoirs, il y a, ce n'est pas qu'une légende, parce que moi j'ai eu une mésaventure avec ça, il y a grosso modo des esprits féminins qui viennent laver du linge. Si vous les voyez, grosso modo, c'est la mort qui arrive. Le héros, Kuchulain, avant de mourir, voit la Morrigan nettoyer son linge, ce qui veut dire qu'il va mourir ce jour-là sur le champ de bataille. Et donc, elle est aussi une divinité de la mort. J'essaie d'aller vite, justement le pays des morts, ou l'Otherworld, est la terre des toujours jeunes. Il n'y a en théorie pas de peur de la mort chez les Celtes, car les Celtes, on le voit avec le Triskel, croient fermement en la réincarnation. Une mort égale une naissance. Je cite cette phrase-là parce qu'elle est d'un site qui parle de Keridwen et qui est très porté pour les femmes. La place des femmes est très importante dans le monde païen pré-chrétien. Déesse de l'intelligence et du savoir, exemple puissant du féminin divin, elle est une représentation de la liberté pour toutes les femmes qui suivent ses pas. La personne ici représentée est la chanteuse Taylor Momsen, que j'aime énormément. Voilà. Si vous voulez une musique qui lui correspond très bien, musique stratosphérique, on écoute ça, on a le droit de mourir. Montserrat, entre guillemets le titre, c'est Narcillion, N-A-R-S-I-L-I-O-N. C'est extraordinaire, c'est un peu de la harpe, c'est extraordinaire. Triple lune, et ici les symboles lunaires, voilà, une divinité phénoménale. Ah! Commence à arriver sur du très lourd. Qui c'est ça? Qui c'est ça? Alors ça, vous le voyez ici, c'est le roi. C'est lui qui a le torque après la Morrigan. Et là on voit qu'on s'est quand même un peu foutu de notre gueule à plein de niveaux. Quand vous allez sur internet et que vous mettez divinité celte principale, on me l'a dit encore récemment, on m'a dit c'est Lugh. Si tu veux. Les Lyonnais seraient contents, parce que Lyon c'est Lugh du Noble. Mais non, c'est pas Lugh. Et justement tout à l'heure j'ai fait exprès, parce que j'essaie quand même d'être un peu malin, de vous montrer Gundestrup. Parce que sur Gundestrup, il n'y a pas de débat. Le dieu principal est un dieu taureau. Alors vous allez me dire, attends toi qu'est-ce que tu nous dis? Tu nous parles d'un dragon, et tu nous dis que le dieu principal des Celtes c'est un taureau. Ouais, non mais pas de souci. Regardez ses cornes. Souvenez-vous des casques que vous avez vus il y a très peu de temps. Ce sont des casques à cornes. Un dragon dans le ciel, un taureau dans le ciel qui a des cornes, qui crache des éclairs ou du feu, c'est quand même lié un peu au dragon. Mais, il n'y a pas que ça. Il y a un truc dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est un peu dérangeant. Les Japonais, vous allez voir, sont assez importants pour nous, parce qu'ils nous apprennent des trucs. Les Japonais représentent leur dieu du tonnerre, Raijin ou Raiden, comme une sorte de dragon démon, je sais pas trop, à cornes de taureau parfois, dont le frère est Fujin, on en parlera après. Ce qui est absolument remarquable, c'est que Raijin ou Raiden produit le tonnerre via des tambours sur lesquels sont dessinés le Mitsutomoe. Le Mitsutomoe ressemble très fortement au Triskel. Il y a aussi d'autres choses, notamment le dragon est très important dans les histoires celtiques d'hier et d'aujourd'hui. Par exemple, nos amis chrétiens, j'ai une culture chrétienne donc je ne dis pas ça forcément méchamment, représentent le paganisme sous la forme d'un dragon. Saint Michel tuant le dragon, c'est de nous qu'on parle. C'est le symbole également du pays de Galles, terre celtique s'il en est, etc. On a
je ne vais pas vous mentir, une source un peu costaud pour Taranis. C'est une druide allemande. J'ai pas encore réussi à avoir de contact avec elle. Un document que j'ai montré tout à l'heure de 1998, qui a donc 20 ans, qui dit ceci. Taranis, le tenant. C'est quasiment la seule source au monde qu'on ait de cohérente sur Taranis. Je ne sais pas si vous imaginez le délire. Un vieux site internet de 82. Taranis, le tenant, est le dieu gaulois du ciel. Il est aussi, alors gaulois, celtique en général, ça je dis vraiment mot pour mot ce qu'elle dit, même s'il y a des erreurs. Il est aussi le dieu du feu et de l'underworld. Comme il est le dieu principal des Celtes continentaux, les Romains l'associent souvent à Jupiter. C'est pour ça qu'on a des statues de lui avec les cheveux mi-longs qui ressemblent à Jupiter. Ses symboles sont l'éclair et le feu, la roue en tant que symbole du soleil, qu'il régit aussi. Son épouse, dont on n'aura pas le temps de parler, est Rigani, que il partage avec le dieu de l'Underworld. Vous voyez, elle se contredit un petit peu, Ezos ou Cernunnos, ça dépend, pendant la moitié de l'année. Et vu qu'il n'a pas sa femme pendant la moitié de l'année, il est extrêmement furieux, ce qui explique certains coups de tonnerre, etc. etc. Dieu donc qui peut s'énerver. Taranis, c'est une des exclusivités d'aujourd'hui. Vous ne trouverez, si vous faites des recherches, et je le souhaite que vous trouviez plus, vous n'aurez quasiment rien. Taranis, on ne sait quasiment plus rien de lui, et c'est pour ça que c'est très très important aujourd'hui que on l'ait en vidéo. Voilà. Ah, Epona. Alors, je lève le malentendu immédiatement. Je lui ai mis une veste de chasse à courre car j'adore la mode de la chasse à courre, mais je déteste la cruauté envers les animaux. Et donc c'est pour ça que je me suis permis, ce qui est complètement cohérent, un petit brassard vegan, puisque de toute façon il est impossible d'imaginer que Epona ait pu manger de la viande. C'est absolument impossible. Elle est extrêmement liée au respect animal, c'est complètement impossible. Epona, la déesse des chevaux, mais surtout la déesse de la liberté. Très très important, on l'a vu déjà tout à l'heure. Représentée ici avec une veste de chasse, j'en ai parlé il y a 2 secondes. Ah, je n'en dirai pas plus car je n'ai pas le temps. Une fine plaque de plomb a été retrouvée à Rome ROM, dans les Deux-Sèvres. Une inscription en latin datant du 1er siècle après Jésus-Christ, découverte par le docteur Gareth Olmsted, la mentionne ainsi que d'autres divinités liées aux chevaux et à la guerre. Liées à l'équitation, à la conduite, à l'arcade numéro 7 du Tarot de Marseille, etc. Il y a beaucoup à dire. Les chevaux ailés qui étaient sur Gundestrup, j'essaie de les mettre ici, les licornes aussi, qui font partie de nos légendes. Voilà. Divinité au niveau spirit, on va dire ça comme ça, magnétisme, très dur à ressentir. Epona, si vous voulez la ressentir, il faut vraiment aller dans la nature, au contact des animaux. Beaucoup de gens qui ont du mal à ressentir Epona. Tarvos Trigaranos, ou je dis Tarvos tout court. On a dit tout à l'heure que donc chez les Japonais, le dieu des éclairs avait un pote, un frère. Il semble que ce soit la même chose chez les Celtes. Tarvos peut être représenté sous la forme d'un taureau, tout court, avec 3 donc grues qui représentent et la féminité et la spiritualité, car c'est un dieu profondément terrien. On reprend, grosso modo chez les Celtes, avec le Triskel on peut le voir, il y a le ciel, la terre et l'eau. On ne sait pas grand chose de plus sur lui. Par contre, il y a un truc troublant. Très troublant. 2 trucs très troublants. Cette représentation un tout petit peu barbare, elle n'est pas complètement sortie de nulle part ou de mon imagination démentielle. Frank Frazetta, dont j'ai parlé tout à l'heure, a fait une représentation d'un guerrier. Hop, je reprends la page juste après. Juste un tableau basique. Un mec sur un cheval avec un casque à cornes, une grosse hache. Ça a été un succès monstrueux. 4, à partir de ce tableau, 4 romans, je crois, un jeu de société, etc., etc. Plus encore, plus étrange encore, et là on revient à la culture religieuse celtique, un barde dont je ne peux pas donner le nom, dont les initiales sont I et S, un barde de la branche rouge, Celtic Red Branch, qui est grosso modo les païens les plus couillus, disons ça comme ça, a représenté sur une de ses couvertures d'album un personnage ressemblant énormément justement à ceci, c'est-à-dire un mec debout, une grosse hache à la main et un casque à cornes. Quand vous allez sur les sites d'art en général, vous mettez boucher, vous mettez assassin, vous mettez... on retrouve souvent cette iconographie un petit peu étonnante. Tarvos est
Ça m'a fait rigoler. Et donc un des satellites de Saturne découvert en 2000. Autour de Saturne, la planète Saturne, vous avez des planètes qui ont été nommées au niveau donc, du nom des dieux celtes. Et alors là, on va rigoler un tout petit peu. Vous connaissez tous l'Espagne, je pense. Vous connaissez tous la représentation du taureau espagnol, noir, fond rouge, bien. Eh bien, c'est une preuve en fait qu'on est encore dans la culture celte. Car comme je n'ai pas arrêté de vous le dire depuis tout à l'heure, le taureau est le symbole celte par nature. Et pour plusieurs raisons, les Espagnols ont pris le taureau comme symbole majeur. La reine des fées. Nous n'avons pas forcément la culture des fées, en tout cas plus aujourd'hui, mais c'est une grosse erreur. C'est très intéressant, mais j'ai pas le temps d'en dire beaucoup. Alors, je vais quand même dire 2-3 trucs. Elle a eu beaucoup d'amants. Elle a été liée à 2 dieux au minimum. Elle utilisa sa magie pour tuer le roi du Munster, Eilil Olom, après qu'il l'ait violé. La reine des fées, je cite un des sites deanasrealm.com, la reine des fées nous rappelle que la vie est en elle-même une saison, un cycle qui ne s'arrête jamais. Donnez, vivez, aimez tant que vous le pouvez, et souvenez-vous toujours d'entretenir ou d'enrichir votre propre étincelle de vie. J'adore. Vous pouvez faire chez vous une petite caisse basique. Vous mettez dessus refuge de fées par exemple, et vous mettez du lait et du miel. Ça peut attirer les fées qui sont parfois positives, parfois négatives, mais ça peut attirer les fées. En Afrique du Sud où j'ai été il y a très longtemps, les Européens, certainement des Irlandais je suppose, avaient apporté justement plein de symboles des fées. Ils avaient fait une sorte de jardin aux fées, qui est un des plus beaux souvenirs de ma vie, c'était époustouflant. Voilà. Copain. Voilà, un des deuxièmes points capitaux de la conférence d'aujourd'hui. Je suis très honoré que vous la preniez en vidéo. Tellement important, tellement important. Parce qu'il est là, il est toujours là. Teutathès, le meneur d'hommes, le chef de guerre. Je ne peux pas faire autre chose que tourner le chaudron face à pratiquement la deuxième divinité, on va dire historiquement la plus importante des Celtes, parce qu'on parle souvent de Taranis, mais Teutathès c'est très important. Alors Teutathès, eh bien c'est encore une fois notre ami druide allemand qui nous en parle un peu, car on n'a quasiment plus rien sur lui. On sait que c'était quelqu'un d'extrêmement populaire, car on avait des bagues avec inscrit Tot, un peu comme ceci, parfois aussi bien fini que celle-là, qu'on a retrouvé un peu dans toute l'Europe. On a d'ailleurs retrouvé une bague tout à l'heure avec Sukelos, on a dit. Bref, je vais citer Madame Shega. Teutathès, il y a des erreurs dedans, mais je vais vous le citer quand même. Teutathès est le dieu de la guerre et le protecteur des Celtes continentaux. Il est aussi nommé le dieu bon, car il protège les clans contre leurs ennemis et donne la victoire en cas de combat. Et permet de prendre les trésors de l'ennemi. Ses symboles sont les cornes de bélier, que j'ai fait un peu comme j'ai pu, et le sanglier, 300 kg, un tiers de tonne. Il protège les clans, ça je passe, etc. J'ai fait exprès de mettre un sourire un petit peu style Venom pour ceux qui sont fans de comics, mais c'est quelqu'un qui a de l'humour. L'humour qui est à lui. Mais qui a de l'humour, qui aime bien se foutre de la gueule des gens, qui est un trickster. Pourquoi Teutathès était si populaire comme Taranis et d'autres? On ne sait pas si c'est vrai, parce que les Romains ont beaucoup menti pour des raisons politiques. Mais il semble qu'il y avait des sacrifices pour Teutathès, parfois assez sanglants. Et comme vous l'avez remarqué, sur beaucoup d'armures, c'est le sanglier qui revient. On parle aussi du sanglier des Pictes, et c'est souvent de lui que l'on parle. C'est étonnant car le dieu principal c'est le taureau, et c'est souvent le sanglier qui est souvent réutilisé, certainement parce qu'il était utilisé chez les Pictes. Voilà. Petit anneau en or, puisqu'il peut parler, etc. C'est pour lui donner un côté humanoïde. Et il rappelle un peu la bête dans Le Pacte des loups, qui est un film extraordinaire, en tout cas pour les deux siècles. Là, on fait une petite pause dans le monde de la guerre avec Dana. Je suis obligé d'aller très vite avec Dana, mais c'est extraordinaire Dana. Pourtant, je ne suis pas vraiment celui qui l'aimait le plus, c'est le moins qu'on puisse dire. Déesse chef, encore une fois, féminisme. La déesse chef, c'est pas un homme, c'est une femme. Déesse chef donc
ce qu'on appelle les Tuatha Dé Danann, pour les experts qui sont là, vous verrez que je n'en parle que maintenant. Je me suis amusé à mettre un petit casque avec ASMR puisque c'est des musiques de relaxation et c'est profondément une déesse de la relaxation, de l'amour pur, inconditionnel. Déesse pan-celtique, donc selon histoiredumonde.net, la racine du théonyme est très présente dans la topographie européenne. Attention, accrochez-vous à votre slip. Notamment des fleuves tels le Danube, en latin Danavius, le Dniestre, je ne sais pas comment on prononce, D-N-I-E-S-T-R, le Dniepr. Cela indique que cette déesse était vénérée dans l'ensemble du monde celtique et probablement par tous les Indo-Européens. Il existe dans la mythologie brahmanique, donc des brahmanes, une divinité nommée Danu, qui est un de ses noms, qui a engendré une race de géants, les Danavas. La signification du nom pourrait être donateur ou bienfaiteur. En Inde, les Danapatis sont les donateurs des monastères bouddhiques et Dana, le mot désigne le don, ce qui en fait une déesse de la fertilité et de la prospérité. Chez les Celtes, ça fera rire ceux qui payent des impôts, chez les Celtes, la redistribution des richesses, c'est la qualité première de la fonction royale. C'est-à-dire vous êtes le roi si vous distribuez des choses. Anna, A-N-A, Danu, etc. sont ces noms. Voilà, Don, D-O-N, notamment chez les Gallois. Voilà. C'est une divinité complètement à part. Complètement à part. Bélénos. Vous l'avez dans les documents que je vous ai donnés. Nous avons la preuve qu'il existe un masque, c'est récent, hein, voilà, en forme de tête de mort. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, les têtes de mort, c'est important chez les Celtes, avec un triskel au centre. Ça existe. Il est dans les documents. Il a été vu à Venise. J'ai fait exprès de changer un peu le look parce qu'il ne faut jamais oublier que les Celtes, ce n'est pas justement comme la définition officielle, ça s'est arrêté à l'Empire romain, c'est complètement débile. Alors, célébré notamment à Beltane, qui était donc 1er mai, fête du feu. Il y a un groupe de métal breton qui s'appelle Beltane. Dieu celte du soleil et des sources chaudes, qui soigne les maladies. Symbolisé par le cheval, pardon. Des figurines en offrande à Bélénos, à Sainte-Sabine en Bourgogne, pays burgonde, ont été retrouvées. Le culte de Bélénos est notamment prouvé au nord de l'Italie, j'insiste sur l'Italie encore une fois, des Alpes, à l'est, à Noricum dans l'est des Alpes, le sud de la Gaule et probablement en Grande-Bretagne. On a donc une représentation où il est lié au serpent. Et derrière, vous remarquez donc des carnix. Les carnix, ce sont les cornes de guerre celtiques. Très important, on en a retrouvé très récemment, dont une ou deux je crois en état de fonctionner. On a encore beaucoup de choses à apprendre, beaucoup de découvertes archéologiques encore. Et aujourd'hui, Bélénos est avec nous vu qu'il fait un peu chaud, je m'en excuse plein. Alors, on va arriver sur une déesse extrêmement étonnante. Car très ancienne. On n'a pas de preuve qu'elle soit celte. On n'a pas de preuve qu'elle soit celte. Hélène. E-L-E-N ou E-2-L-E-N. Selon Caroline Wise, il existe une seule personne au monde qui connaisse bien Hélène, c'est Caroline Wise, voilà. Le site c'est SEAWITCHARTIST.com, seawitchartist.com. Je vais vite. Origine de Hélène, aussi ancien que les temps paléolithiques, selon donc... non, pardon, excusez-moi, le site c'est andrewcollins.com, ANDREWCO2LINS.com. C'est la seule divinité féminine cornue. Rien que pour ça, voilà. Gardienne des chemins, on sait très peu de choses sur elle, on sait qu'elle est liée à la sorcellerie. Et elle peut un petit peu faire penser dans sa représentation à des figures plus contemporaines. Alors, ce que j'ai mis dans les documents qui traînent, c'est les cornes qui sont là. Alors là, j'ai vraiment, ça m'a cassé l'os. Elles existent vraiment. C'est une artiste qui, en hommage à Hélène, a créé cette espèce de portique de cornes. Voilà. Ça, j'ai trouvé ça extraordinaire. Déesse très mystérieuse. Araun. L'enfer ou le paradis, grosso modo, c'est pas très facile parce que, grosso modo, à la base, il n'y avait pas d'enfer, grosso modo, chez les Celtes. L'outre-monde, l'otherworld, underworld ou Avalon, un monde de joie en théorie et de jeunesse, sans maladie, nourriture abondante, voilà. Et il y a un chaudron, généralement géré par Kiridwen justement, où on entre
dans le monde, dans l'autre monde, part en théorie un chaudron, et ensuite on passe par la mer, et on arrive sur une île complètement introuvable, que même Manan, Maclean ou Barinthos ne peut pas trouver. Bref, Araun, très connu chez nos amis gallois, dieu gallois surtout je connais chez les gallois, de l'underworld, de la terreur, de la revanche, de la guerre, la célèbre BD de Sébastien Grenier, dessinée par Sébastien Grenier, j'ai oublié l'auteur. Voilà. Un truc très sympa avec lui, c'est qu'il a des molosses, j'en avais parlé un petit peu tout à l'heure des chiens, il a des molosses blancs aux oreilles rouges, en tout cas les pointes des oreilles sont rouges. Et il chasse les fées pas très sympas et les fantômes qui ne sont pas encore allés dans le monde des morts et qui pourraient poser problème dans le monde des vivants. Représenté avec des bois de cerf, comme Cernunnos, bizarrement. Voilà, et je n'ai pas le temps d'en dire plus. Je l'avais dit après, il y a beaucoup de divinités, mais on va très vite parce que déjà j'ai pas le temps, et en deux parfois on ne sait pas grand chose. Bon, vous vous doutez que c'est un dieu de la poésie. Bella, tu, Cadros. Bella, tu, Cadros. Pas n'importe qui, mais on sait quasiment plus rien. Aussi nommé Smertrios. Il y a 28, j'insiste sur le chiffre parce qu'il m'arrange d'après, il y a 28 inscriptions liées à Bella tu Cadros sur un mur fait par des Romains qui l'estimaient comme Mars et qui le vénéraient. Qui étaient ces Romains? C'était des Romains qui n'avaient pas d'argent puisqu'on a retrouvé des hôtels vraiment de gens pauvres. C'est un dieu celte majeur, représenté comme un homme avec une armure complète et des cornes. On est toujours dans les cornes un peu avec les Celtes. Un peu monstrueux. Il a un pseudo que je trouve excellent. Je vais vous le dire en anglais d'abord. The Fair Slayer, le meurtrier juste. Je bute des gens de manière pas cool, mais c'est pas ce qu'il le mérite. Il existe 28 œuvres actuellement en lien avec Bella tu Cadros. En lien, mais un petit lien. Et dans 2 seulement où on a vraiment une forme concrète, c'est une brute épaisse. Voilà. J'ai pas le temps d'en dire plus. Lié au sport du rugby, Sukelos est lié à la boxe, lui c'est plus le rugby. Et une musique qui lui va bien, c'est Firefly de Rammstein. Alors on va passer à une petite célébrité. Pardon. Que certains d'entre vous connaissent certainement. Mais la représentation ici vient de la résultante de comment il a été fabriqué, la peinture a été faite, comme je vous ai dit, ça a été fait d'une certaine manière. C'est Nuada. Il y a beaucoup de dieux guerriers chez les Celtes, comme chez nos amis nordiques. Nuada, qui vous fait un petit signe, mais c'est pas forcément contre vous, a une main d'argent. Et il aime vraiment beaucoup, les autres aussi, mais lui aussi, les symboles pictes, les peintures pictes. Bon là c'est du tatouage un peu plus récent, en tout cas peut-être que c'est ancien. Il est ici représenté comme un guerrier menhir. Voilà. Nuada, je ne peux pas en dire beaucoup plus. Sa main a été conçue par Diansecht ou Dianecht, qui est le dieu grosso modo de la médecine, grosso modo. Très populaire, notamment en Irlande. La double H, je vous le jure sur tout ce que j'ai de plus cher, c'est pas moi. C'est la vérité. Pour être même complètement honnête, j'avais fini le tableau et j'étais en train de travailler là-dessus et j'ai lu le truc de la double H, j'ai été obligé de tout modifier. Rosmerta. Rosmerta, déesse grosso modo de la chance. Ah, il y a un truc extraordinaire, enfin, je vous dis juste après, qui est hallucinant. Elle a donc une hache à double tranchant, déesse de la chance, nous l'avons dit, abondance, bien-être, prospérité, paix. Elle était, selon occulte-world.com, extrêmement populaire en Gaule, mais aussi en Angleterre et en Allemagne. Déesse de l'amour et de la fertilité. Et là, ce que j'ai appris, alors Ro ça veut dire beaucoup, et Smert ça veut dire qu'il donne beaucoup. Voilà, elle donne beaucoup.
elle est parfois représentée avec ce qu'on appelle une cornucopia. Cornucopia, c'est ce qu'on appelle une corne d'abondance. Et là, je m'excite parce que franchement, ça me plaît. Écoutez bien ce que je vous dis parce que c'est dans ce que vous voyez en fait tous les jours. Une corne d'abondance. On a dit le taureau est le dieu principal des Celtes et que le taureau est le symbole principal de l'Espagne. En Corse et en Italie, les hommes portent parfois des cornes qui ressemblent un peu à des piments ici, qui sont des représentations de cornes d'abondance liées à la culture celtique. C'est extraordinaire. Dans ces totems, les serpents, les chevaux, les taureaux aussi, notamment la vache laitière qui apporte la vie, liée à la divinité Fortuna, liée à l'activité de casino, etc., etc. D'autres choses à dire, mais je n'ai pas le temps. Alors là, on va passer à un de mes copains. Allez voir le bestiau. Désolé. J'ai fait CAP théâtre, j'ai dû faire 3 semaines. Bon. Je vais parler un moment dans Gundestrup d'un serpent bélier. Bon, il a pris des protéines ou il a bien bouffé à la cantine. Voilà Barinthos. Nos amis irlandais parlent de Manannán mac Lir, dont je vais vous parler juste après. Mais Manannán mac Lir, je n'arrive jamais bien à le prononcer, c'est irlandais. C'est de la mythologie celtique vraiment insulaire, vraiment des îles. Pardon. Or, on l'a vu, les Celtes, c'est une culture européenne monstrueuse. Et on n'a pas grand-chose, c'est terrible, sur notre dieu de la mer. C'est quand même incroyable. Alors, Barinthos, peut-être que ça a donné marin, j'en sais rien, je ne vais pas vous dire de bêtises. Mais voilà, j'avais trouvé ça marrant d'utiliser le serpent bélier. Juste, je finis sur la peinture, puis je vous parle de Manannán mac Lir un instant. Pourquoi je me suis permis de mettre un magnifique bateau de croisière attaqué par une sorte d'hydre représentant donc le serpent bélier? Eh bien, pour des raisons écologiques évidentes, je suis obligé de le dire, car quand on est celte, on est forcément écolo, même si c'est souvent un peu à droite. Un navire de croisière à l'arrêt. Ça se trouve sur internet, sur le site france-tv-info.fr. Un navire de croisière à l'arrêt pollue autant que 1 million de voitures. Je répète, un navire de croisière à l'arrêt pollue autant qu'1 million de voitures. Alors, quand on vous parle de particules fines, notamment, on vous parle des bagnoles, de critères, tout ça, ça pollue quand même 1 million de bagnoles, quoi. Donc voilà, juste le préciser quand même. On va parler à l'instant de Manannán mac Lir, qui a une représentation d'homme un petit peu fin, cheveux longs blancs, barbe. Très aimé, notamment sur l'île de Man. C'est pour ça qu'elle s'appelle l'île de Man. Dieu de la mer et gardien de l'afterlife, symbole chevaux et cap d'invisibilité, lié à Poséidon et à Hadès, aux dieux. L'île de Man s'appelle l'île de Man à cause de lui. Voilà. Figure de père, professeur, protecteur, gardien, amant, ami. Un mec très sympa, semble-t-il, pour ceux qui le vénèrent dans ces îles-là, semble-t-il. Voilà. Alors, Manannán mac Lir, ça veut dire fils de Lyre. Vous savez, comme dans les Écossais, MacLeod, etc. En breton, Mab, c'est fils d'eux aussi. Voilà. Ah. Encore une fois, je le prouve, je le dis, les Celtes, alors à part avec Ain, on était plus dans une féminité un peu plus princesse, sans aucune méchanceté. Les Celtes aiment les femmes et aiment les femmes guerrières. On le retrouve notamment avec les Valkyries dans les traditions plus germaniques. Nanto Suelta. Nanto Suelta avec, comme pour d'autres, des menhirs dans le fond. C'est la femme de Sukelos, c'est pour ça qu'elle a le même marteau, c'est vraiment pour appuyer le coup. Mais elle n'a pas forcément un marteau, elle peut avoir d'autres attributs qui sont un petit peu, là pour le coup, sexistes. Je ne vais pas en parler puisque j'ai du respect pour elle. Voilà. Mais par contre, je vais parler de trucs qui me plaisent, des choses qui me plaisent sur elle. Divinité guerrière, justement, qui est aussi liée au corbeau, comme la Morrigan. Capable d'accomplir des miracles, peut se transformer en corbeau, déesse de la nature, de la terre, de la fertilité et du feu. Elle a 2 corbeaux, un peu comme Keridwen tout à l'heure. Un qui représente la maison, le foyer et la fertilité, l'autre, la mort. Nanto Suelta, ça veut dire, elle est le tourbillon de la rivière,
ça veut dire elle est la vallée ensoleillée. Voilà. Elle a également une cornucopia, comme Rosmerta, une corne donc d'abondance, mais corne de taureau d'abondance. C'est de la chance. Ça a été modifié il y a peu de temps, ça n'a pas trop pris cher. Pardon. Ezos. Je vais aller très vite aussi, de toute façon on n'a pas forcément trop le temps. Très lié aux représentations d'Olivier Ledroit, extraordinaire artiste. Ezos, donc, il est connu pour dieu bûcheron, dieu de la force, et dieu, grosso modo, des enfers, mais on n'est pas trop sûr. Sur chronarchie.com/Esus, parce que les Romains, comme avec Sukelos, ont mis US, Ezos ou Esus, mais normalement c'est Ezos. Il est connu pour avoir eu 2 statues monumentales. On n'a pas de traces. Il apparaît dans les écrits de Lucan, dans Bellum Civile. Les Romains adoraient Ezos, comme ils adoraient Sukelos. Et donc ils ont carrément nommé leur gamin en lien avec Ezos. On a dit que c'était un dieu de la force. Ezos en romain, ça a donné Esus. La force d'Esus, Esunertus. Prénom romain. Voilà, considéré, souvent représenté avec une hache parce que c'est un bûcheron, voilà. Ici représenté sous les traits de Lemmy Kilmister, bien entendu. Un petit peu dedans pour faire penser à tout ce qui est mythologie vampirique. D'ailleurs, Olivier Ledroit a fait des BD extraordinaires sur la mythologie vampirique, pardon. Voilà, Ezos, il y a des gens qui aiment beaucoup Ezos dans les gens qui nous ont rejoints. Voilà. Elle est balèze. Elle est costaud. C'est pas étonnant qu'elle soit liée à la Morrigan, c'est pas vraiment étonnant. Andrasté. Andrasté, ce qui veut dire simplement l'invincible. L'invincible. Alors le tatouage que je lui ai mis ici, c'est un tatouage lié à Teia Sala, ou Teia Salat, je ne sais pas comment on prononce. Un tatouage extraordinaire si vous voulez sur internet, c'est un tatouage hallucinant. Bref. Elle était la déesse guerrière et la patronne de la tribu des Icénies. Les Icénies, c'est une tribu celte capitale, puisque leur reine, c'était Boudica. Et Boudica, c'est une héroïne celte capitale. Son nom signifie donc l'invincible, celle qui n'est pas tombée. Elle est invoquée à la veille de la bataille pour demander ses faveurs. Déesse de la divination. Et en gaulois, on ne dit pas Andrasté, on dit Andarte, A-N-D-A-R-T-E. Et elle était vénérée par les Voconti, V-O-C-O-N-T-I-I. La reine des Icénies est Boudica, on l'a déjà dit, reine vénérée des Celtes, grande et rousse. Voilà, absolument capitale. Elle a aussi, comme la Morrigan, le symbole des corbeaux. Elle est très très liée à la Morrigan, on se demande si ce n'est pas la même personne. Ce serait une bonne interrogation. Voilà notre dieu de la médecine. Dianecht, Dianchecht ou Dianect, ça dépend comment on prononce. Représenté ici sous la forme d'un moine, pour rendre un petit hommage à tout ce qu'ils ont fait pour préserver notre culture. Dian, D-I-A-N, ça veut dire fort, et Secht, ça veut dire laboureur. Je sais, c'est bizarre, mais c'est pourtant notre dieu de la médecine. Guérisseur des Tuatha des Danann, donc les peuples de Dana. Quand ils sont guéris, les dieux celtes repartent tout de suite se battre. J'aime bien l'idée. Associé aussi aux artisans, il possède un chaudron plein de potions magiques, très performant dans la chirurgie des yeux, père de plusieurs enfants, etc. Un film, justement, pour rendre hommage aux moines qui ont sauvegardé un peu notre culture, Le Nom de la Rose, bien entendu, vous connaissez tous. Et une musique qui lui correspond très bien, car encore une fois, ça correspond parfaitement à beaucoup de choses chez les Celtes. Sadness, S-A-D-E-N-E-S, du groupe Enigma, véritable hit. Voilà, très important et très lié à beaucoup de choses chez nous. Je vais vite, je m'en excuse.
mais très important. Très intéressant à prier, Diane Secht. Si vous avez un problème de santé ou autre chose, ça peut être utile. Ça peut être utile. Là, on va arriver sur quelqu'un d'étonnant, de très étonnant, et peut-être que certains d'entre vous ont eu des choses dans leur vie liées à lui. Et j'ai tellement de mal avec lui que j'avais carrément prévu de ne pas l'amener. Je lui ai dit, mon pote, tout, mais toi je t'emmène pas. C'est Son Altesse Sérénitime Yermat Ogmios. Ogmios, c'est quelqu'un de très important et c'est quelqu'un d'ambigu. Il a deux qualités et c'est pour ça que je vous dis que vous l'avez certainement rencontré dans votre vie parce qu'il est étonnant. Ogmios, grosso modo, on va commencer par la partie puissance. Ogmios, quand ça va pas, quand vraiment vous vous sentez pas bien, je vais vous dire exactement la phrase. À invoquer en cas de submersion par des énergies négatives étrangères, agressives et nombreuses. Grosso modo, il est tellement puissant que certains druides estiment qu'il est au-dessus des dieux. Tellement il est puissant. Et j'avoue, on en a parlé avec deux au moins, et c'est vrai que sa puissance est au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. C'est hallucinant. Voilà. Le problème de sa puissance, c'est que il faut vraiment que vous soyez dans la merde pour qu'il vous aide. Parce qu'il a un caractère de cochon, c'est un truc de malade. Et justement, en parlant de son caractère de cochon, on passe sur son ambiguïté. Car Ogmios est un dieu un petit peu ambigu. Je vous parlais de deux druides à l'instant. Deux druides que j'ai pu rencontrer, on a parlé d'Ogmios. Et... bonne journée. Merci. On a parlé d'Ogmios, et donc... Ogmios est un dieu qui peut être manipulateur. Pour être très concret, vous arrivez en retard à un rendez-vous, par exemple, vous êtes un peu énervé, machin et tout, et paf, il vous tombe un truc, bizarrement, à la bonne seconde, au bon moment, pile poil. Ogmios c'est un dieu du temps, c'est un dieu de l'horloge céleste, ça on le voit dans d'autres cultures, c'est un dieu qui vraiment tient les gens. Dans les représentations parfois romaines d'Ogmios, on le voit avec la langue tirée et les chaînes qui sortent de sa langue et qui tiennent les gens. Ogmios tient les gens, mais c'est pas forcément de l'esclavage, c'est parfois un pacte fait avec lui. Les druides, par exemple, souvent, sont prêts à mourir pour la cause celte, et donc on fait un pacte avec lui, et souvent c'est avoir une vie très difficile, mais c'est lui qui tient les rênes. Représenté donc ici avec une clé, parce que c'est lui qui peut libérer les chaînes, et la seule icône qui a une épée, car il a vraiment un pouvoir de justice très important. Le masque de Fantomas, parce que ça me faisait marrer. Hop. Et parce que c'est vraiment un manipulateur, je trouve. Mais il a des bons côtés. Alors vous me dites, c'est quoi cette représentation bizarre? Contrairement à des représentations un peu médiévales qu'on avait, là on est sur une représentation beaucoup plus moderne, voire futuriste. Ce dieu est un dieu un petit peu étonnant, car chez Dianecht tout à l'heure on a vu qu'il avait la main face à nous comme un magnétiseur et l'autre main avec de la potion pour parler de la médecine, la science de la médecine, la physique. Lugh a donné son nom à Lugdunum à Lyon, à la ville de Lyon. C'est un dieu guerrier, déjà c'est un héros très connu, très respecté, mais c'est surtout, c'est pour ça que je l'ai mis comme ça, le dieu de la technologie. Oui mesdames, messieurs, c'est le dieu de la technologie, et ça c'est très important, car les Celtes ne sont pas un peuple qui se morfond dans le passé, c'est un peuple qui voit dans l'avenir et qui croit en la technologie. Voilà. Là, je vais vous parler, il ne reste que deux dieux à voir. Je m'excuse du temps qui a été pris. Platon. Est-ce que vous vous souvenez de votre ours en peluche? Eh bien, votre ours en peluche est lié à une divinité celte. Oui. Complètement. Je vous explique. L'ours, en gallois, c'est Art. A-R-T, comme l'art. Ça a donné Arthur.
Et c'était un symbole royal chez les Celtes. Le fait d'avoir un ours dans son lit quand on est un enfant, c'est un symbole de protection vis-à-vis des esprits négatifs. Dans le film La famille Adams, le numéro 2, pour ceux qui reconnaissent l'image, l'ours est un petit peu agressif, et Mercredi Adams, ici, représenté, est une icône très importante dans la culture un petit peu gothique. Mais Artio, déesse liée à l'ours, déesse royale, on n'en sait pas beaucoup plus. Et nous finirons, et ensuite je ferai une micro-prière et j'en aurai terminé, sur un dieu très 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 important. Le Dagda. Alors le Dagda est considéré comme le dieu principal chez les Irlandais. Dagda veut dire le bon dieu. Il a beaucoup de noms, mais on sait qu'il est rouquin, ça c'est une quasi-certitude. Il a de nombreux pouvoirs, possède un chaudron qui n'est jamais vide, des arbres fruitiers toujours chargés, 2 porcs, l'un vivant et le second toujours en train d'être sur la broche. Il a aussi un énorme bâton qui a le pouvoir de tuer les hommes et de leur redonner la vie. Il possède une harpe, comme le symbole de Guinness, dont il joue. Nous n'avons pas le temps de parler d'autres divinités, ou plus précisément du premier qui est un héros divinisé, Cuchulainn, le Moloss Pulster. Nous n'avons pas le temps de parler de Bress, de Cadbad, le druide guerrier. Nous n'avons pas le temps de parler des divinités spécifiquement écossaises, et je m'en excuse. Nous n'avons pas le temps de parler de Abandinos ou de Abandonos, etc. Je finirai par une petite prière pour vous remercier. Puissante déesse, et puissant dieu celte, puissant peuple celte, ancien mort au combat, puissante horde des Icénies, puissante horde des Pictes, redonnez à notre peuple sa gloire d'antan, brisez les malédictions qui écrasent nos vies, aidez-nous à retrouver le cœur de notre reine Anne de Bretagne. Que Nantes revienne en Bretagne, Braise Diub, Warrock, merci de votre écoute.